Bonjour à tous, je m'appelle Marie, je suis interne en médecine vasculaire et je vais vous parler des nouveaux anticoagulants oraux, aussi appelés les NACO ou les anticoagulants oraux directs. On va d'abord faire un petit rappel sur les voies de la coagulation. Vous connaissez tous la voie intrinsèque, la voie extrinsèque, qui se rejoignent après activation du facteur 9, 7 et 8 en la voie commune, qui elle va permettre l'activation du facteur 10 et du facteur 2 en facteur 10 activé et en thrombine, le facteur 2 activé. Vous connaissez également les inhibiteurs de la coagulation, la protéine C et la protéine S qui sont des facteurs vitamine K dépendants, ainsi que l'antithrombine. L'antithrombine a donc une action inhibitrice sur la thrombine, le facteur 2 activé, et les héparines, que ce soit les héparines de bas pas moléculaire ou l'héparine non fractionnée, a une activité anticoagulante indirecte puisque son action anticoagulante passe par l'action de l'antithrombine. Les anticoagulants oraux directs ont une activité directe puisqu'ils vont directement inhiber le facteur 10 activé ou le facteur 2 activé. Il existe 4 molécules parmi les nouveaux anticoagulants oraux. 3 molécules qui ont une activité anti-10 activée, le rivaroxaban, l'apixaban et l'édoxaban, Xarelto, l'Eliquis, le Lixiana. Le petit moyen mnémotechnique, c'est le X qu'il y a dans ces 3 molécules, puisque c'est un facteur anti-10A, et une molécule anti-facteur 2 activé, antithrombine, le dabigatran, le pradaxa. On va très peu parler, voire pas du tout parler de l'édoxaban, puisque c'est une molécule qui n'a pas l'AMM en France. Et on parlera du dabigatran uniquement pour son indication dans la fibrillation atriale, puisqu'il n'a pas encore de remboursement en France dans l'indication de la maladie thromboembolique veineuse, malgré son AMM dans cette indication. Un petit point de pharmacocinétique, pharmacodynamie. Le dabigatran, le rivaroxaban et l'apixaban ont des demi-vies relativement courtes, sont éliminés à 80% pour le dabigatran par le rein, à 65-25% pour l'hexaban, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus sensibles et beaucoup plus difficiles à manier chez les patients qui sont en insuffisance rénale. À noter que l'hexaban implique une métabolisation par les cytochromes P3A4, ce qui va poser des problèmes d'interaction médicamenteuse qu'on verra par la suite. Et vous pouvez noter également que le dabigatran est une prodrogue, c'est-à-dire qu'il nécessite d'être métabolisé pour devenir actif. Donc ce sont des molécules à demi-vie courte, ce qui nécessite évidemment une excellente observance puisque le saut d'une prise va exposer le patient à un risque thrombotique. C'est également ça qui nous permet de faire des chirurgies à faible risque avec une simple suspension la veille au soir. C'est ça aussi qui rend les relais héparine AOD beaucoup plus simples puisque l'injection sous-cutanée d'héparine pourra se faire en lieu et place de la prise orale et vice-versa. Par rapport au maniement des AVK, c'est donc des molécules qui sont beaucoup plus simples à utiliser, qui ont un index thérapeutique large, contrairement aux AVK où l'index thérapeutique est finalement l'INR avec des cibles entre 2 et 3 et dont l'activité anticoagulante est imprévisible et nécessite une surveillance à vie de l'INR. Les anticoagulants oraux directs ont 3 indications. Ils peuvent être utilisés en prévention de la maladie thromboembolique veineuse, mais uniquement dans les contextes post-chirurgicaux de pose de prothèse totale de genou et de prothèse totale de hanche. On peut également les utiliser en traitement curatif de la maladie thromboembolique veineuse, les thromboses veineuses profondes ou les embolies pulmonaires, et également en prévention des AVC et des embolies systémiques chez les patients qui ont des fibrillations atriales non valvulaires avec un CHA-2-VASc en faveur d'une anticoagulation au long cours. Pour la prévention de la maladie thromboembolique veineuse, après des chirurgies orthopédiques de prothèse totale de genou et de hanche, on peut utiliser le dabigatran qui s'initie rapidement après la fin de la chirurgie. On a des posologies initiales de 110 mg en une prise par jour et un entretien plus important avec du 220 mg par jour. Il est logique que la posologie initiale soit plus basse puisqu'on est plus proche de la chirurgie et donc plus proche d'un risque de saignement. La durée totale de traitement est de 14 jours pour une prothèse totale de genou, 28-35 jours pour une prothèse totale de hanche. Le rivaroxaban doit s'initier un petit peu plus tardivement. On commence avec du 10 mg en une prise par jour. La posologie d'entretien est la même. Et on traitera au total 14 jours pour une prothèse totale de genou et 35 jours pour une prothèse totale de hanche. L'apixaban s'initie beaucoup plus tardivement, à H12, H18. La posologie initiale et d'entretien est la même, c'est du 2,5 mg matin et soir. Et on traitera à peu près pour les mêmes durées, que ce soit pour le genou ou la hanche, comme le dabigatran et le rivaroxaban. Là, ce sont des posologies très importantes à retenir. Ce sont les indications en traitement curatif de la maladie thromboembolique veineuse.
C'est un mode de traitement qui va passer par une phase d'attaque avec de grosses posologies et une phase de maintenance. À noter, le dabigatran s'utilise uniquement en relais d'un traitement parentéral préalable d'au moins 5 jours, donc en fait un traitement par héparine non fractionnée, alors que le rivaroxaban et l'apixaban peuvent être instaurés d'emblée, évidemment en l'absence de tout critère d'instabilité. Un patient qui fait une embolie pulmonaire grave va d'abord être anticoagulé par une héparine, puisque là la demi-vie est beaucoup plus courte, et dès qu'on suspend soit les sous-cutanés ou même dès qu'on arrête le pouce seringue électrique d'héparine non fractionnée, l'anticoagulant n'est plus présent dans le sang et ça permet du coup d'anticoaguler un patient qui est instable. Pour la phase d'attaque du dabigatran, on utilise 150 mg matin et soir et en phase de maintenance, plus que 110 mg matin et soir. Pour le rivaroxaban, pendant 3 semaines, c'est la phase d'attaque. C'est un temps relativement long. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la maladie thromboembolique veineuse, on utilise plutôt l'apixaban justement pour limiter cette phase d'attaque à haute dose. En phase de maintenance, on utilise le rivaroxaban en une prise quotidienne de 20 mg. L'apixaban, la phase d'attaque va durer une semaine et on utilise du 10 mg matin et soir. Puis la phase de maintenance sera de 5 mg matin et soir. La durée totale d'anticoagulation n'est pas propre à la molécule, mais va dépendre du caractère de l'épisode thromboembolique veineux, puisque vous savez que si l'épisode est provoqué et que le facteur provoquant persiste dans le temps, il faudra garder l'anticoagulant tout le temps de la persistance de ce facteur, par exemple les cancers, ou encore le caractère provoqué par une thrombophilie constitutionnelle, ou encore parfois soumis à des décisions de réunion concertation pluridisciplinaire, on pourra maintenir une anticoagulation au long cours devant le caractère récidivant d'épisodes thromboemboliques veineux. À noter, l'utilisation des AOD n'est pas validée pour la thrombophlébite cérébrale qui sera anticoagulée avec de l'héparine. La troisième indication est la prévention des AVC et embolies systémiques chez des patients atteints de fibrillation atriale non valvulaire selon le Schatz basque. C'est pour ça qu'il faut donc anticoaguler toutes les fibrillations atriales, qu'elles soient paroxystiques, persistantes, permanentes et bien sûr non valvulaires, si le Schatz basque est en faveur d'une anticoagulation au long cours. C'est-à-dire que le score est supérieur ou égal à 1 chez les hommes ou supérieur ou égal à 2 chez les femmes. À noter, pour la FA valvulaire, c'est-à-dire une fibrillation atriale qui survient dans un contexte de rétrécissement mitral rhumatismal ou chez les patients porteurs de prothèses valvulaires mécaniques, il n'y a pas d'indication à calculer le Schatz basque et on anticoagulera d'emblée par les AVK. Les posologies standards du dabigatran, c'est du 150 mg matin et soir, le rivaroxaban une seule prise de 20 mg par jour et l'apixaban du 5 mg matin et soir. À noter, uniquement dans l'indication d'une anticoagulation pour une fibrillation atriale, on peut proposer une adaptation posologique en fonction des caractéristiques du patient. On pourra réduire le dabigatran à 110 mg matin et soir chez les patients de plus de 80 ans ou ayant un traitement concomitant par verapamil, amiodarone ou quinidine qui augmente considérablement les concentrations d'abigatran par interaction médicamenteuse, ou encore chez des patients insuffisants rénaux, souffrant de gastrite, d'œsophagite ou de reflux gastro-œsophagien, ou des patients à risque de saignement important. L'adaptation posologique du rivaroxaban à 15 mg par jour sera proposée aux insuffisants rénaux modérés, et l'adaptation de l'apixaban à 2,5 mg matin et soir chez des patients qui présentent au moins deux caractéristiques parmi un âge supérieur à 80 ans, un petit poids inférieur à 60 kg ou une créatininémie supérieure à 133 micromoles par litre. Là, le Cocrof n'a pas d'incidence. C'est la créatinine qu'on regarde. Il n'y a jamais d'adaptation posologique des AOD selon ces caractéristiques quand l'indication de l'anticoagulation est une maladie thromboembolique veineuse. On fera le schéma curatif dont on a parlé précédemment avec la phase d'attaque puis la phase de maintenance et il n'y aura plus de modification de posologie par la suite. À noter, l'apixaban, l'hélicis, se prend toujours en 2 prises quotidiennes, le matin et le soir, alors que le rivaroxaban se prend toujours en une seule prise, sauf pendant la phase de traitement d'attaque de la maladie thromboembolique veineuse, où on donnera pendant 3 semaines 30 mg par jour, mais en 2 prises, 15 mg matin et 15 mg soir. Les contre-indications de ces nouvelles molécules. On a vu que l'élimination était essentiellement rénale, donc évidemment toute insuffisance rénale, et notamment insuffisance rénale modérée avec un Cocroft inférieur à 30, contre-indique de manière absolue le recours à ces nouveaux anticoagulants oraux. Les patients porteurs d'une valve mécanique cardiaque qui doivent être anticoagulés par des AVK,
la grossesse et l'allaitement du fait du manque de recul sur l'effet tératogène de ces nouvelles molécules, les patients insuffisants hépatiques avec une coagulopathie associée, c'est-à-dire avec un TP altéré, évidemment tout saignement évolutif ou toute lésion ou maladie à risque de saignement, et du fait des interactions médicamenteuses, pour tous les anticoagulants oraux directs, les traitements par antifongiques imidazolés, et pour les dabigatran qui sont des substrats des PGP, les traitements par cyclosporine et tacrolimus, et pour les apixaban, rivaroxaban, qui sont des substrats du cytochrome P3A4, les traitements par antiprotéase, qui appartiennent aux trithérapies anti-VIH. Qu'est-ce qu'une lésion ou une maladie à risque de saignement? Eh bien, c'est toutes les ulcérations gastro-intestinales en cours ou récentes, mais également les varices œsophagiennes connues ou suspectées, les lésions cérébrales ou rachidiennes récentes, les hémorragies intracrâniennes récentes, les anomalies vasculaires majeures intrarachidiennes ou intracérébrales, la chirurgie cérébrale, rachidienne ou ophtalmique récente, les malformations artério-veineuses, les anévrismes vasculaires et bien sûr les néoplasies à haut risque de saignement. Pour tous les AOD, les traitements par antifongiques imidazolés sont formellement contre-indiqués puisqu'ils vont considérablement augmenter les proportions de molécules dans le sang, à peu près à hauteur de 160% pour le dabigatran et 150% pour l'hexaban, donc avec un réel risque de surdosage. Pour le dabigatran, qui est un substrat des PGP, les traitements par cyclosporine et tacrolimus sont contre-indiqués, et pour l'hexaban, les traitements par antiprotéase. 2 mots à propos de la réversion et de la gestion préopératoire de ces molécules. Il existe un antidote pour le dabigatran, c'est l'idarucizumab, le Praxbind. En revanche, il n'existe pas encore d'antidote pour l'hexaban, il n'y a donc pas de mode de réversion spécifique, et on pourra avoir recours au CCP ou au FIBA, mais ce sont évidemment des molécules très difficiles à gérer et qui ne sont faites que dans des milieux hospitaliers avec des personnes qui en ont l'habitude. En préopératoire, pour les interventions à faible risque hémorragique, on pourra uniquement suspendre l'AOD la veille au soir et le reprendre dès le lendemain. Quand c'est un schéma en 2 prises, on ne prendra évidemment pas la prise du matin. Les interventions à faible risque de saignement sont les chirurgies cutanées, chirurgie de cataracte, les actes rhumato, certains actes bucco-dentaires et certaines endoscopies digestives. Et pour les interventions à haut risque, il faudra arrêter 3 jours avant l'hexaban et 4 jours avant le dabigatran, voire 5 jours, si le patient a une fonction rénale un petit peu altérée avec un Cocroft entre 30 et 50 ml par minute. Voilà, pour conclure, je tiens à rappeler que malgré le fait que ces AOD soient des molécules beaucoup plus simples à utiliser avec un index thérapeutique beaucoup plus large, restent néanmoins des traitements anticoagulants avec toutes les contre-indications et les mesures de précaution que ça implique. Ça va nécessiter une éducation thérapeutique importante avec une autosurveillance, notamment de saignements anormaux ou anormalement prolongés, et ça contre-indiquera les patients à tous les sports extrêmes. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.